Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais enregistrer en vidéo une conversation que j'ai déjà eue des dizaines de fois avec des dizaines d'entre vous depuis 4 mois que je teste du matériel Sony après plus de 3 ans exclusivement en Fujifilm. Et légitimement, vous êtes nombreux à me demander, alors Damien, finalement, qu'est-ce que ça change de shooter en Sony après avoir shooté en Fujifilm? Et donc l'idée de cette vidéo, c'est un peu de faire un bilan de mon ressenti personnel. Et j'insiste sur cette vidéo, elle est personnelle, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire attention à préciser les cas particuliers selon les configurations. Donc voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Il y a des choses qui peuvent vous paraître extrêmement peu importantes pour vous et qui pour moi vont faire une grande différence. Voilà, c'est personnel, c'est important de le comprendre. Pour moi, une des plus grosses erreurs des débutants, c'est de se lancer dans l'achat d'un appareil photo sans connaître son besoin. Et je pense que vraiment, les erreurs elles viennent de là. C'est qu'on dit probablement par méconnaissance, on n'arrive pas à qualifier son besoin. Ben moi, j'ai juste besoin d'un appareil photo, hein. Et quand on a dit ça, on n'a rien dit. Alors, je vais essayer de le qualifier pour vous et de vous décrire un peu comment moi je décris mon besoin. Et je pense que c'est comme ça que ça devrait commencer quand vous choisissez un appareil photo. Décrivez votre besoin. Mon besoin à moi, c'est que je suis photographe avant tout. Photographe de paysage, photographe animalier, photographe je fais de la photo d'enfant et je fais pas mal de photos d'action ou de sport. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est vrai, quand ça bouge pas mal dans mes photos ou du paysage, mais c'est vrai que donc j'ai forcément besoin d'un très bon autofocus et j'arrive régulièrement aux limites, à toucher les limites des meilleurs autofocus. Donc je sais que, voilà, je vois bien la différence quand un autofocus est meilleur qu'un autre. Par contre, je n'ai pas l'occasion énormément de faire des photos en basse luminosité. Je fais très peu de photos de soirée ou de concert, je fais très peu de photos, je ne fais pas de mariage, je ne fais pas de baptême, de choses comme ça, je ne fais pas spécialement de soirée dans lesquelles je veux faire beaucoup de photographies. Donc voilà, je n'ai pas un grand besoin à ce niveau-là et c'est vrai que je profite assez peu finalement d'une superbe montée en ISO. Il faut savoir aussi que je fais principalement de la photo en RAW et pas en JPG et que je fais beaucoup de retouches sur mes photos. C'est-à-dire que j'ai une connaissance approfondie à la fois de Lightroom et de Photoshop et que ça ne va pas me poser un problème si par exemple j'ai des difficultés à trouver une couleur, etc. Je vais savoir le corriger facilement. Je suis assez peu friand de bokeh, c'est-à-dire que je considère que mes photos n'ont pas spécialement besoin d'un énorme bokeh pour être mises en valeur. Alors certes, le bokeh c'est toujours intéressant, mais j'ai jamais été un frustré du bokeh à me dire ah ouais, si j'avais un stop de bokeh supplémentaire, ma photo serait tellement mieux. C'est quelque chose que vous m'avez jamais vu entendre, jamais entendu dit. Ensuite, en termes de vidéo, je fais de la vidéo. Malgré tout, je fais de la vidéo un peu particulière puisque c'est les vidéos pour YouTube. Et comme vous avez pu le remarquer, je fais très peu de vidéos en extérieur, très peu de vidéos à main levée. Et donc, je ne suis pas confronté à des situations dans lesquelles la dynamique est mise à mal ou la montée en ISO serait mise à mal. Donc, j'ai un besoin vidéo qui est globalement limité et qui est beaucoup moins poussé que mon besoin photo où lui, par contre, je vais jusqu'au bout des capacités du matériel. Notamment parce que aussi en photo, je fais de la photo de nuit et de l'astrophotographie. Et là, en astrophotographie, on fait vraiment la photo dans l'obscurité totale. Et là, par contre, on est obligé clairement de pousser vraiment l'appareil dans ses retranchements. Mon début avec Sony, on va pas se le cacher, il a été un peu frustrant. C'est-à-dire que j'ai jamais été un grand fan de Sony. Si vous avez suivi mes vidéos, il y en a certains qui me disent que je viens de découvrir Sony. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai eu un A7 II. Donc je l'étais déjà là quand il y a eu la 7.2, j'ai eu la 7R2, j'ai eu la 7.3, la 7R3. J'ai vendu la 7.3, j'ai vendu la 7R3 avant de les reprendre pour pouvoir suivre les guides, faire les guides Sony. Donc c'est quelque chose que j'ai eu depuis vraiment très très longtemps et je pense sincèrement connaître bien l'écosystème Sony. Donc tout ça pour dire que pour moi ça a toujours été un peu frustrant parce que j'ai trouvé les boîtiers toujours avec des super choses, mais avec des côtés hyper frustrants. Et typiquement, si je prends les derniers boîtiers, le A7 III ne m'a jamais spécialement emballé. C'est un appareil photo qui est d'une polyvalence dingue. Pour autant, je ne me suis jamais fait à son viseur que je trouve très très moyen et à son écran LCD que je trouve aussi très très moyen. Il suffit simplement que je mette des lunettes de soleil, je ne vois plus du tout l'écran LCD. Enfin, c'est des choses où en extérieur, j'y vois absolument rien sur cet écran LCD. Il n'est pas très bien orienté puisqu'on peut l'orienter qu'en paysage. Donc je peux faire ça ou je peux faire ça.
mais lorsque je me mets comme ça en portrait, je ne peux pas faire comme sur mon Fuji. Bref, c'est des choses qui m'ont toujours un peu agacé. Je trouve que je ne me sens pas spécialement bien avec ce boîtier. J'ai toujours beaucoup critiqué les molettes et le pompon. Si vous suivez un peu les 2-3 vidéos que j'ai faites, maintenant vous commencez à le savoir, c'est le collimateur en gris sur gris que je trouve absolument invisible sur l'écran, hein. Il faut bien se rendre compte qu'on trouve des vidéos avec des méthodes comment trouver son collimateur chez Sony, parce que le collimateur, on ne sait pas où il est tellement il est peu visible. Et donc on trouve des méthodes où en gros on appuie 2 fois sur le joystick, ça le remet au milieu, ça y est on sait où il est, on ne le lâche pas. Bon bref, c'est des trucs où c'est toujours des choses qui m'ont un peu dérangé, disons l'ergonomie. Alors évidemment, il y a les menus Sony qui n'ont pas beaucoup évolué, même dans les dernières générations. On a des menus qui ont l'air d'avoir été tout simplement mis au hasard. C'est incroyable. Je veux dire, en 2 heures, autour d'une table, on ferait quelque chose qui serait 100 fois mieux. Ça paraît dingue que Sony, au fur et à mesure des années, avec toutes les technologies évoluées qu'ils font, on a toujours des menus qui sont catastrophiques, quoi. On a des choses qui sont absolument aberrantes dans ces menus-là et c'est difficile de s'y faire, hein. Même les apprendre par cœur, il y a 50 pages, vous ne les apprendrez jamais par cœur. C'est pas toujours facile de vivre avec, on ne va pas se le cacher, quand même on y arrive et ce n'est pas un point qui est rédhibitoire à 100%. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a spécialement posé un gros problème. J'ai surtout eu de base un problème avec le viseur et l'écran qui vraiment, je ne prenais pas de plaisir à avoir ces boîtiers-là. Alors le A7 III, c'est un boîtier qui est extrêmement polyvalent parce qu'il fait à peu près bien tout. Pour autant, je ne l'ai jamais trouvé incroyable parce que c'est un capteur de 24 millions de pixels et personnellement, je n'ai jamais vu de grosses différences par rapport à mon Fuji 26 millions de pixels. Je n'ai jamais vraiment changé sur cette position-là. Je trouve que moi, c'est kiff bourricot, aussi bien, quelles que soient les choses que vous comparez. Pour moi, l'autofocus, c'est la même chose. La détection de l'œil, on est très proche entre les deux. Le X-T3 va recevoir bientôt encore une nouvelle amélioration. J'imagine qu'avec l'amélioration, ils seront strictement identiques. Pour moi, ça n'a jamais été vraiment très difficile de les partager. Donc j'ai toujours préféré mon Fuji, tout simplement parce que l'ergonomie de mon Fuji me correspond mieux. Et je trouve le viseur et l'écran de bien meilleure qualité. Alors ensuite, j'ai utilisé l'A7R3. L'A7R3, c'est celui qui avait 42 millions de pixels. Clairement, là, à 42 millions de pixels, on commence déjà à voir une amélioration, du moins en termes de piqué. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis sensible, hein. Quand vous faites une photo de paysage avec des dizaines de milliers de détails un peu partout, vous allez avoir envie d'avoir le plus de détails possible et il y a des choses qui sont extrêmement petites, hein. Quand vous prenez quasiment tout un cityscape, donc par exemple au 5 terres, plus vous avez de mégapixels, plus vous allez arriver à capturer du détail et clairement c'est quelque chose qui va faire la différence. Et personnellement, je suis plus sensible à la résolution du capteur qu'à la montée en ISO ou que la dynamique. La dynamique, j'ai toujours su la gérer. Je gère bien mon histogramme, j'ai jamais eu de problème. La dynamique de la PSC me satisfait largement pour peu de bien arriver à placer son exposition. Moi, j'ai jamais eu de problème et donc j'ai pas eu spécialement d'intérêt à dire oui, je suis passé à un full frame, j'ai une meilleure dynamique. L'ISO, c'est pareil. L'ISO, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui va shooter énormément en ISO. C'est très rare que je doive monter à 12800 ISO. Je n'ai pas vu de grosses différences au niveau de mes montées en ISO. Au quotidien, ça ne m'a pas changé la vie. Par contre, effectivement, la résolution, oui, la résolution, on voit un net gain. Pour autant, j'étais frustré par ce A7R3 parce que oui, il avait un meilleur viseur et il avait un meilleur écran. Quelque part, les problèmes que j'avais avec le A7 III, ils étaient réglés avec le R3. Pour autant, sur le R3, on avait l'ancienne génération d'autofocus qui, personnellement, je la trouvais insuffisante. C'est-à-dire que j'avais l'impression de retrouver l'autofocus de mon X-T2. Et là, par contre, en basse luminosité, ça galère un peu. En action, ça galère un peu. Le tracking n'est pas si incroyable que ça, même s'il est meilleur que chez Fuji. Voilà, pour moi, j'étais frustré. J'avais 42 millions de pixels, mais j'avais l'écran qui m'allait bien, mais je n'avais pas spécialement un autofocus du feu de Dieu qui était la dernière génération, quoi. J'ai eu évidemment le A9. Le A9, alors lui, c'est l'inverse. On est sur un boîtier avec un autofocus extraordinaire. J'ai jamais vu ça et c'est une claque quand vous utilisez la première fois un A9. C'est vraiment une claque d'avoir un autofocus qui est aussi dingue que celui-là. Il faut l'utiliser pour se rendre compte à quel point il est meilleur que tous les autres. Et je vois beaucoup de gens parler sans avoir touché un A9, sans avoir utilisé un A9. Je peux vous assurer que quand vous l'avez utilisé, un A9, vous savez ce que c'est un bon autofocus.
on a une nette différence par rapport aux autres boîtiers. Pour autant, le A9, bah, c'est 24 millions de pixels. Là encore, on retombe sur les travers que j'avais avec le XT3. Moi, j'aime bien voir la différence par rapport avec mon XT3 et là, je ne la vois pas. La différence, c'est que si je suis confronté à un sujet qui est extrêmement difficile à photographier parce qu'il nécessite une mise au point extrêmement rapide, le A9 va m'avoir la photo alors que le XT3 ou le XA3 ne me l'aura pas. Donc c'est ça l'avantage du A9. Le problème, c'est que le nombre de situations dans lesquelles je peux justifier l'utilisation d'un A9, elles sont extrêmement réduites. Il faut vraiment avoir des besoins très particuliers, très exigeants en termes de mise au point pour vraiment pouvoir justifier d'aller sur un A9. Donc au final, je n'étais pas satisfait avec le A7 III, je n'étais pas satisfait avec le R3 et je n'étais pas satisfait par le A9 parce que je les trouvais tous plus ou moins frustrants. Et finalement, ce que j'attendais avant tout, c'est le A7R4. Le A7R4 que Sony a sorti, mais sans prévenir, au mois de juillet, pour moi, c'était absolument tout ce qu'il me fallait. Là, ça y est, on avait la résolution, 61 millions de pixels. Sony n'a pas fait dans la demi-mesure au niveau de la résolution. Et dès que je l'ai eu début août, waouh, je me suis dit, mais ah ouais, là, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence. Quand vous passez de 26 millions de pixels à 61 millions de pixels, des détails, vous en avez, mais autant que vous voulez. C'est absolument hallucinant. Et cette fois-ci, on a un autofocus du feu de Dieu. On n'est pas au niveau du A9, mais on est à un autofocus où déjà, pour trouver les limites de cet autofocus-là, il va falloir se lever de bonne heure. Donc voilà, c'est le premier Sony que je trouve satisfaisant et suffisamment, personnellement, pour mon usage à moi, suffisamment satisfaisant pour que j'ai envie de l'utiliser tous les jours. Parce qu'il est bon en basse lumière, il est bon à peu près tout le temps en définitive. Et on peut compter sur lui quelle que soit la situation. Alors qu'avant, d'un coup, j'avais envie de me dire « Ah, je prends le A7 III parce qu'aujourd'hui, je fais une photo de nuit, il me faut une meilleure dynamique, une meilleure montée en ISO. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin d'une très très bonne mise au point, j'ai besoin du A7 IV. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin de la résolution A7R3. » Là, le A7R4, il fait globalement tout et il fait tout très très bien. Et c'est vraiment le premier appareil photo Sony où je peux dire vraiment, je l'aime bien, cet appareil photo-là. Donc voilà mon ressenti à moi. J'ai prévu une série de vidéos, je ne sais pas quand elle va arriver, des vidéos, il y en a beaucoup à faire, mais ce que j'aime chez Fuji, ce que j'aime pas chez Fuji, ce que j'aime chez Sony, ce que j'aime pas chez Sony, où on va rentrer un peu plus en détail sur ce qui me plaît sur ces appareils photo-là. Pour autant, ce que je retiens un peu du bilan de ces 4 mois avec ces appareils photo Sony, c'est qu'en autofocus, j'ai vu pas beaucoup de différence par rapport au XT3. Moi, personnellement, c'est pas le jour et la nuit. C'est peut-être par moment un tout petit peu mieux, mais par moment, j'ai l'impression, notamment en basse lumière, que le XT3 fait mieux que les Sony. En tout cas, c'est mon ressenti. Là où il y a une vraie différence, c'est au niveau du tracking. Au niveau du tracking, c'est-à-dire le suivi d'une cible une fois qu'elle est verrouillée, que vous êtes appuyé à mi-course, le Fuji est vraiment pas bon. Le Fuji est dans les fraises, même sur un XT3, il n'est pas bon. Là où c'est vrai que chez Sony, même aujourd'hui, le A7 III fait ça extrêmement bien. Donc là, Fuji a vraiment du retard. Sur la détection des yeux, là aussi, c'est un tout petit peu mieux chez Sony, mais ce n'est pas parfait non plus. Moi, je mettrais 6 sur 10 par rapport à un résultat parfait à un Fuji aujourd'hui sur le XT3. Et je mettrais probablement 7 sur 10 aujourd'hui à un A7 III ou A7 R4. Donc tout ça pour dire que oui, il y a un delta, mais il ne faut pas croire que d'un côté c'est 10 sur 10 et de l'autre côté c'est 6 sur 10. C'est beaucoup plus resserré que ce que certains peuvent imaginer. Et je ne mets pas forcément le A7 9 là-dedans, le A9 là-dedans, parce que le A9, il serait plutôt évidemment à 8 sur 10, parce qu'effectivement, il est encore supérieur à tout ça. Ensuite, là où par contre, je pense que je ferai probablement plus jamais de photos avec mon Fuji, c'est probablement les photos de nuit. C'est vrai que j'ai vu une différence énorme dans la qualité de mes photos de nuit. Les photos de nuit que j'ai pu faire cette année, les photos de Voie lactée, les photos de circumpolaire que j'ai pu faire cette année avec les appareils photos Sony sont de largement meilleure qualité que ce que je faisais avec Fuji. Bon, là encore une fois, il n'y a pas non plus de grandes surprises. On est sur un plus grand capteur sur le Sony et il permet de rassembler plus de lumière et de dégrader moins le signal. Mais c'est vrai qu'en photo de nuit, c'est probablement l'endroit où j'ai vu le plus de différence. Et en photo de nuit, j'ai toujours utilisé l'A7 III. L'A7 III qui a la meilleure dynamique et la meilleure montée en ISO. Parce que c'est vrai que l'A7 III, bon, quand vous le poussez dans ses retranchements à 12800 ISO dans des zones où vous êtes complètement noir, il s'en sort bien. Mais là aussi, il faut bien imaginer que ce n'est pas non plus le jour et la nuit. Le XT3 a des limites qu'on atteint plus facilement
que celle du Sony en photo de nuit. Pour autant, j'ai loupé complètement une photo de nuit avec le A7 III parce que c'était juste tellement sombre que même un A7 III n'y est pas arrivé. C'est la photo de nuit avec le panorama sur la chapelle à Valençol que j'ai pu montrer dans la vidéo mes photos. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu avec les Sony et ce que j'ai utilisé pas mal, c'est le zoom au niveau de la mise au point. Quand vous faites une mise au point manuelle, sur un Fuji, vous n'avez pas la possibilité de zoomer plus qu'à 100% sur l'écran arrière ou dans le viseur. Et 100%, des fois, c'est pas facile de faire la mise au point. Vous avez du mal à déterminer si vous êtes vraiment à la mise au point optimale ou pas. Et c'est vrai que le Sony me permet de zoomer à 12 fois. Je passe de zoom une fois à zoom 12 fois. Et franchement, c'est un truc qui m'a... Là maintenant, quand je reprends mon Fuji, quand je fais une mise au point manuelle, c'est un truc qui est hyper frustrant de ne pas avoir sur le Fuji. J'ai beaucoup aimé l'avoir sur le Sony. Je vous ai dit, hein, c'est mon ressenti personnel. C'est un truc où tout le monde s'en fout, le fait que ça soit zoomé 12%. Mais pour moi, ça compte pas mal. Ensuite, en photo de nuit, j'ai dit que c'était génial d'avoir le A7 III. Attention, j'ai trouvé que le A7 III chauffait beaucoup plus que mon Fuji. Et là aussi, encore une fois, c'est là qu'on voit que tout n'est pas vert d'un côté et noir de l'autre. Le Fuji, c'est vrai, avait pas beaucoup de pixels chauds comparé à ce qu'a le A7 III. Malgré tout, et c'est pour ça que j'ai mis cet objectif-là, c'est le 200-600 de chez Sony. Et quelque part, je trouve qu'il représente bien mon sac. C'est-à-dire que depuis que je suis passé chez Sony, on se retrouve à trimballer des objectifs qui sont un peu comme ça. Alors évidemment, beaucoup vont me sauter dessus. C'est quelque part une exception, ils ne sont pas tous comme ça. Mais tout ça pour dire que je trouve que mon sac s'est alourdi avec le passage chez Sony. J'ai un sac qui a tendance à être plus lourd. Alors j'ai des objectifs de qualité, hein. J'ai que des objectifs quasiment en 2.8, etc. Donc j'ai des objectifs qui sont plus lumineux, qui ont une meilleure profondeur de champ que ce que me donnait Fuji. En fait, ce que je voulais pas, c'était passer chez Sony et avoir avec des objectifs f4 qui donnaient le même rendu que ceux que j'étais habitué chez Fuji. Donc je voulais vraiment voir le rendu avec le stop de bokeh supplémentaire pour voir vraiment si j'avais vraiment ce truc-là où je me dis « Ah oui, mes photos sont vraiment meilleures qu'avant ». Ce qui n'a pas été le cas, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'à équivalent, je me suis retrouvé, je trouve, avec un sac beaucoup plus lourd et parfois un peu moins d'envie de prendre mon appareil photo parce que vraiment, il fallait se trimballer ce poids supplémentaire-là. Et ce 200-600 qui est grosso modo l'équivalent du XF 100-400 chez Fuji, je peux vous assurer que je réfléchis à 2 fois avant de le mettre dans mon sac. Alors là, je vous montre le 200-600 parce que c'est lui que j'ai sous la main et que quelque part, c'est un cas emblématique. Je viens de passer du temps en Camargue et c'est vrai que franchement, j'ai jamais eu envie de m'acheter un monopode. J'ai pas de monopode. Quand les membres de mes formations me demandent « Damien, conseille-moi un monopode », je ne sais pas en conseiller parce que je n'en ai jamais utilisé, parce que j'en ai pas eu besoin. Et cette fois-ci, avec le 200-600, je peux vous assurer que je reviens de Camargue. Et j'ai regretté de ne pas avoir un monopode et je viens d'acheter un monopode. Parce que c'est tout simplement des objectifs qui sont trop lourds et trop gros pour être utilisés sans monopode. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui va alourdir mon sac puisque je vais me trimballer en plus de l'objectif avec un monopode. Donc oui, j'ai trouvé quand même que le fait de passer chez Sony, j'avais tendance à alourdir mon sac, même si j'augmentais la qualité. Attention, hein, quand vous prenez une photo avec 61 millions de pixels, vous augmentez la qualité, il ne faut pas se tromper. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est Damien, alors les couleurs Sony, est-ce que c'est si grave? J'y reviendrai probablement dans une vidéo, mais de manière générale, j'ai envie de répondre non. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont j'avais parlé, j'ai fait un comparatif que j'ai laissé en ligne. Hein. J'ai laissé en ligne, j'assume tout ce que j'ai dit avant chez Sony, j'ai tout laissé en ligne. Donc vraiment, vous pouvez encore les regarder. À l'époque, j'avais passé une semaine de mémoire à X-T3 vs A7 III. Et j'avais dit que j'étais choqué par les couleurs Sony, que c'était un peu la golden hour tout le temps. Bon, à l'utilisation, on s'aperçoit que les couleurs Sony ne sont pas toujours constantes en fait. C'est-à-dire que des fois c'est très bon, des fois c'est vraiment un peu moins bon. On peut avoir des tons un peu jaunes, c'est vrai que les tons de peau peuvent paraître un peu jaunes sur certaines photos, et les ombres peuvent paraître un peu magenta aussi je trouve lorsqu'on est en basse lumière. C'est quelque chose qui, au début, peut être gênant. Si vous faites du JPG direct, c'est vrai que c'est un moins bon rendu, je pense, que ce que fait Fuji. Pour autant, lorsque vous prenez le fichier RAW, je trouve que le fichier RAW se travaille quand même assez bien. Et quand vous avez l'habitude, vous corrigez assez rapidement ces dominantes-là. Et finalement, le sujet de couleur, on finit par l'oublier très très rapidement. Hein. Et moi, personnellement, je vous ai montré mes photos. Et d'après les retours que j'ai pu voir,
personne m'a dit « Ah oui, on voit que les couleurs Fuji sont beaucoup mieux que les couleurs Sony. Ah, quel ton bizarre sur les couleurs Sony !» Moi qui retouche mes photos, ce n'est pas des photos brutes de capteur, hein. Moi qui retouche mes photos, qui gère ma colorimétrie, je trouve que ça ne change pas grand-chose et les couleurs Sony n'ont rien de spécialement scandaleux ou spécialement bon, hein. C'est finalement un non-sujet pour moi. Le dernier point que j'ai envie de retenir, c'est la batterie. La batterie sur ces appareils-là, c'est quand même le fait de ne pas y penser. C'est vrai que j'ai toujours dit que pour moi, la batterie Fuji n'était pas un problème, mais il y a quand même toujours cette gestion de batterie. Je pars jamais avec 3, 4 batteries. Je suis toujours en train de gérer les batteries, c'est-à-dire je suis toujours en train de me dire le soir, j'enlève la batterie, je prends mes batteries vides, je les mets à recharger, etc. Bon, c'est quand même une gestion, une organisation qu'il faut avoir. Ça se fait, ça m'a jamais vraiment posé problème. Mais c'est vrai que maintenant que j'utilise la batterie Sony qui me permet de faire 2 à 3 fois plus de photos que ce que peut me permettre de faire mon Fuji, et ça je l'avais noté quand j'avais passé une semaine avec le A7 III il y a quelques temps, c'est vrai que là je viens d'un stage Camargue avec le A7R4, j'ai passé 3 jours, j'ai shooté beaucoup, j'ai fait 3000 photos je crois, j'ai fait une batterie. Et je reviens avec 30% de batterie. Et ça, c'est vrai que c'est un peu étonnant quand même. Et après, quand on prend le Fuji et qu'on shoot avec le Fuji, on voit la batterie qui tombe très vite et on n'a plus trop l'habitude. C'est vrai que c'est un point où si on avait une batterie équivalente chez Fuji, on ne cracherait pas dessus quand même, hein. C'est vraiment très agréable clairement de ne pas avoir à penser à la batterie. Moi, il m'arrive régulièrement en ce moment là de prendre le boîtier Sony, je pars avec, je ne regarde même pas le niveau de la batterie parce que je sais que c'est largement suffisant et il en reste toujours assez. Même si je suis à 20%, je sais que j'ai des heures de photos, j'ai aucun problème. Et ça, franchement, c'est bien quand même. Pour autant, tout n'est pas rose hein, chez Sony, même si ici j'ai parlé des points qui m'avaient permis d'améliorer mes photos. C'est vrai que j'en ai parlé un peu, l'ergonomie est toujours un peu délicate. Moi, je suis très étonné du nombre de tâches de capteur que j'ai avec ces Sony. J'ai jamais eu à me plaindre de tâches de capteur sur mes Fuji. Et ici, on dirait que c'est comme si les poussières et compagnie étaient attirées par le capteur du Sony, qui était un aspirateur à poussière. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de tâches de capteur et c'est parfois un peu gênant. Je ne fais pas de vidéo, heureusement, parce que si je faisais de la vidéo avec toutes ces tâches de capteur-là, je ne sais pas comment il fait Olivier Schmitt d'ailleurs. C'est un sujet où je ne le connais pas, hein, mais c'est un sujet qui serait intéressant de discuter avec lui parce que je vois quand même pas mal de gens qui se plaignent de la poussière et des tâches de capteur. Moi, j'ai pris l'habitude de nettoyer mon capteur quasiment avant chaque stage et j'ai multiplié le nombre de poires soufflantes. Et à chaque fois que je vais changer d'objectif, je mets un coup de poire soufflante sur le capteur pour essayer que ça ne s'empire pas à chaque fois parce qu'à chaque fois que j'ouvre le boîtier, j'ai 3 tâches supplémentaires. Allez, c'est temps de conclure sur cette vidéo sur mon ressenti Sony. De manière générale, vous l'avez compris, les produits Sony sont d'excellents produits. Il y a une technologie qui est dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de technologie, ils ont 2 générations d'avance, je pense, sur la plupart des fabricants aujourd'hui. Puisque Sony vraiment a fait une détection des yeux, vous voyez aujourd'hui la technologie qu'il y a sur le A9, qui est pourtant un appareil en fin de vie, j'ai envie de dire le A9. Il est sur le point d'être remplacé par une nouvelle génération. Pourtant, il est beaucoup plus avancé que les autres. Regardez le suivi qui est capable de faire ce genre d'appareil photo. Là aussi, le suivi, c'est dingue par rapport à ce que font les autres. Maintenant, ils font l'autofocus sur les yeux des animaux. Bref, il y a de la technologie en termes de dynamique, en termes de montée ISO. Il y a beaucoup de choses vraiment positives dans ces boîtiers-là. Pour autant, je trouve toujours qu'il y a un petit déséquilibre chez Sony entre la technologie matérielle, donc le capteur, etc., mais aussi la technologie logicielle. Ils ont une intelligence artificielle incorporée dans leur boîtier qui est supérieure à tout ce qui se fait ailleurs. Pour autant, il y a un déséquilibre entre cette technologie-là et quelque part l'expérience utilisateur. Je ne comprends pas pourquoi Sony délaisse autant l'expérience utilisateur. C'est presque une provocation de la part de Sony de ne pas refaire ces menus. Ils ont été décriés par absolument tout le monde sur le marché. Pourquoi ils ne mettent pas 2 ingénieurs autour de la table et ils ne refont pas le menu une bonne fois pour toutes? C'est une plaie d'utiliser ces 50 pages de menu, d'arriver à trouver les options. Tout est mal classé, tout est divisé dans des sous-menus qui ne sont même pas dans les mêmes menus. Enfin, c'est des trucs, mais refaites ça une bonne fois pour toutes et mettez l'expérience utilisateur au même niveau que la technologie. Et je pense que c'est là aujourd'hui où Sony doit venir s'améliorer parce que pour l'instant, il y a un décalage. Tout est fait sur la technologie et pas assez sur l'expérience utilisateur et c'est dommage. Alors l'expérience utilisateur, ça fait moins briller les affiches, ça fait moins marketing et je pense que c'est aujourd'hui probablement là où Sony met trop l'accent. À un moment donné, on veut mettre des grands chiffres sur des grandes affiches
pour vendre ça de manière marketing. Et c'est vrai que l'expérience utilisateur, en termes de marketing, elle ressort moins qu'un capteur de 61 millions de pixels. Donc voilà, malgré tout, je trouve que aujourd'hui un boîtier Sony, un Fujifilm est plus cohérent. Je ne dis pas qu'il est meilleur, hein. Je dis qu'il est plus équilibré, c'est-à-dire qu'on a tout qui est très très bon. Chez Sony, on a des performances sur certains points qui vont être absolument excellentes, bien meilleures que chez Fuji, mais on va avoir d'autres endroits où ça va être beaucoup moins bon que chez Fuji par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est moins équilibré. Il y a toujours une petite frustration de se dire « Ah, mais j'ai ça, mais de l'autre côté, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Alors, ça ne se voit pas forcément sur les photos résultantes. Pour la personne qui dit « Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la photo finale et l'expérience utilisateur, peu importe. » C'est sûr qu'il s'en fiche, mais ce n'est pas forcément mon cas. En tout cas, voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qui est important avant de choisir un appareil photo, c'est de connaître votre besoin. Connaissez-vous vous-même, sachez exactement qu'est-ce qui est important pour vous. Et en 2019, c'est très difficile de se tromper en choisissant un appareil photo. Je ne connais pas beaucoup de mauvais appareils photo sur le marché. Sur quelle que soit la marque que vous prenez, ils sont tous excellents. Voilà sur ce petit retour ressenti. Alors ça a été, j'imagine, un peu le bordel. J'espère que ça a été quand même utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me lâcher les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en retenez de tout ça. Si je vois beaucoup de gens qui ont à la fois Fuji et à la fois Sony. Il ne faut pas être sectaire, hein. Les deux marques ont des avantages et ont des inconvénients. Qu'est-ce que vous en retenez de votre propre ressenti et du passage de l'un à l'autre? Il y a peut-être des choses qui vous ont choqué dans ma vidéo, n'hésitez pas à le dire. Il y a peut-être des choses qui manquent dans ma vidéo, n'hésitez pas à le dire aussi. Allez, à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!